beaucoup d'être là aujourd'hui sur Amanart TV à Marseille. Avec plaisir. Il est dit sur ton profil Wikipédia que tu es entrepreneuse, animatrice et chroniqueuse de télévision française. Lequel des trois tu préfères? L'entrepreneuriat, évidemment. Bon. Parce que ça inspire la liberté, qu'on n'a pas forcément dans les autres métiers. D'accord. Donc, si tu pouvais donner ta définition d'entrepreneur, ça serait quoi? Être libre chaque jour de sa vie jusqu'à la mort. Tu sais qu'on me l'a jamais dit celle-là, donc j'adore. Être libre chaque jour de sa vie jusqu'à la mort, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton présent et de ton histoire d'entrepreneuse? Mon histoire d'entrepreneur, d'abord elle commence dans la famille, je pense. Ouais. Je pense que devenir entrepreneur, ça se fait dans un contexte. Et mon contexte, c'est un papa qui a été ouvrier toute sa vie, qui gagnait le SMIC, mais qui avait cette dignité, ce rapport au travail qui était pour moi exemplaire. Quelqu'un qui gagnait le SMIC, mais qui était toujours digne parce qu'il gagnait à la sueur de son front. Et il nourrissait 8 gamins, on n'a jamais manqué de rien. Et ça pour moi c'est ce qui m'a motivée tout au long de ma vie, puisque je me suis dit je ferai tout pour honorer son parcours, qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien. Et ça m'a construite en tant qu'entrepreneur. Après c'est ma mère évidemment, maman de 8 enfants qui en plus fait des ménages, en plus garde des enfants parce qu'il faut aider le foyer, et qui était une femme incroyable. Elle savait ni lire ni écrire et elle était capable de vendre une punaise au prix d'une Ferrari parce qu'elle avait ce sens de la tchatch, de la négo, du système D, et c'est ce qu'elle m'a inculqué, la capacité à convaincre. Ça vient de ma maman. Et pareil, cette dignité aussi. Voilà, c'est un gamin sur le dos, un gamin devant, et en même temps, je travaille, c'était assez fou. Et donc voilà, et donc je pense que dans ce contexte-là, et en ayant grandi avec 4 frères, 3 sœurs, on était 8, avec des frères qui voulaient aussi imposer leur côté frère, en décidant pour nous. Et moi, de mon tout petit gabarit qui m'imposait face à eux en expliquant que j'allais décider de ma vie et que ça allait pas être le contraire, et ben, je pense que ça m'a construite. Ça m'a donné cette rage de réussir, cette rage d'être libre, d'être la seule à décider de ce que j'allais être, de ce que j'allais faire, de ce que j'allais devenir. Et ça, c'est puissant. Il n'y a pas de formation qui nous enseigne ça. Il y a la vie. Il y a l'école de la vie et il n'y a que ça. Alors, c'est vrai que le mot liberté revient beaucoup dans tes phrases. C'était la première génération qui venait du Sénégal ou de Mauritanie en France, tes parents? Oui. Ok. Oui. Et donc, l'école, ça s'est passé comment pour toi? Moi, j'ai un souvenir de l'école extraordinaire parce que j'ai des profs qui aimaient ce qu'ils faisaient. Je suis assez triste de voir ce que le métier de professeur est devenu aujourd'hui et le peu de respect qu'on leur accorde. Moi, ils ont changé ma vie parce qu'ils ont cru dans mes rêves, et que de mon petit 1m20, quand je leur disais moi je vais être businesswoman, ils essayaient de comprendre, pas de me freiner. Et pour eux, je me souviens, ils me disaient ah donc tu vas être chef d'entreprise, et c'est cette phrase que je dis partout, et je disais non, je vais être businesswoman parce que moi je veux pas conquérir la France, je veux conquérir le monde. D'accord. Et donc je parle en anglais. Et c'est vrai que mes profs, je les aime parce que ils font partie des hommes et des femmes de ma vie, véritablement, sans aucun doute. Parce que à des moments où j'aurais pu lâcher prise, parce que j'étais une gamine qui savait ce qu'elle voulait, j'avais beaucoup de caractère, ils auraient pu me laisser sur le bas-côté et ma vie aurait pu être très différente. Non. Et en même temps, j'avais beaucoup de facilité à l'école et très peu de temps pour réfléchir à la maison et travailler à la maison, parce que j'étais confrontée à un quotidien d'adulte alors que j'étais une gamine. Ils en avaient conscience, donc j'avais pas le droit aux punitions quand j'avais pas mon stylo rouge. Ils comprenaient, parce que mon prof me voyait le dimanche à la laverie avec des sacs 100 litres en train de laver le linge de toute la maison. Et c'est drôle parce que j'en ai revu un, Monsieur Royer, récemment. Je faisais une conférence à l'UNESCO et à un moment je tourne la tête dans la salle, je tombe nez à nez avec lui dans la salle, tout ému, fière comme si j'étais ce sapi qui faisait la conférence, et on s'est mis à pleurer devant 200 personnes tous les deux et à se prendre les bras en plein milieu d'une conférence, quoi. C'était assez fou. Mais ça illustre parfaitement l'amour que j'ai pour mes profs. Et encore aujourd'hui, à presque 40 ans, je les vois régulièrement. Je bois mon petit café avec ma prof d'EPS du collège. Ah oui. Ouais. je prends des nouvelles des nouvelles de Monsieur Royer. Monsieur Dupré, mon professeur de CM1, que je vois encore, j'étais amoureuse de lui, tellement il était beau.
qui est à la retraite aujourd'hui. Ils ont préfacé mon dernier livre. Parce que on m'a dit, il n'y a pas une personnalité que tu aimerais qu'il préface ton livre. J'ai dit, ah non, j'aimerais que ce soit mes profs. Parce qu'ils ont compté plus que les personnalités que j'ai rencontrées. C'est clair. Et donc voilà, mes profs, ce sont les amours de ma vie. C'est une très belle histoire, ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Parce que c'est vraiment... je trouve que quand on a la chance de croiser, en effet, des gens qui, très jeunes, te font confiance et te donnent envie d'aller plus loin, ça permet d'aller plus vite et plus loin. Et qui t'autorisent à croire dans tes rêves. C'est ça. Ce qu'on enlève aujourd'hui à pas mal de gamins, c'est d'avoir des rêves. Et on te dit pas, mais t'es fou, reviens à la réalité. Non, la réalité, ça peut être les rêves aussi. Ils peuvent se concrétiser, devenir la réalité si on a des gens qui les réceptionnent avec bienveillance et vous les renvoient avec puissance. Ça, c'est assez fou, quoi. C'était Ford qui disait le rêve est une réalité différée pour le bâtisseur. Ouais, j'adore. C'est-à-dire que ça va forcément arriver. Absolument. J'adore. Bon, on est en phase. Alors du coup, businesswoman, ok, là tu sors ça en plus en anglais, mais donc ça te vient pas de tes parents, ça te vient pas de tes profs non plus, ça te vient d'où? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une image où tu te disais, moi je veux ressembler à cette personne-là ou... Ça me vient d'un truc assez concret. Vas-y. En fait, ça me vient simplement du fait que petite, moi quand je regardais la télé, les femmes de ménage, elles étaient noires ou portugaises. Les chefs d'entreprise te ressemblaient. Ils étaient blancs. Non, tu allais dire ils étaient drôles, etc. Non, ok, ils étaient blancs. Non, mais j'avais pas de symbole de réussite pour m'identifier, pour me dire que c'était possible pour moi. Et donc voilà, et donc j'avais envie de moi aussi d'écrire mon histoire, et donc j'avais décidé de l'écrire en regardant les séries américaines. D'accord. En allant regarder, c'est con, hein, mais Le Prince de Bel-Air, par exemple, ça me donnait envie de réussir aussi, et de voir des femmes comme Oprah Winfrey, par exemple. D'accord. Et je me disais, si cette femme, avec tout ce qu'elle a vécu, elle est là debout et puis elle est la réussite qu'elle a, mais c'est possible, en fait. Et donc, c'est là-bas que je suis allée chercher le mot businesswoman. Ok. Hein? Avec un destin hors du commun comme Oprah. Ouais. Okay. Non, c'est bien, c'est bien. C'est inspirant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, j'ai toujours dit, il faut viser 100, comme ça tu fais 10, mais le 10 c'est déjà un 100 pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu vois ouais. C'est largement au-dessus de zéro. Ah, c'est largement au-dessus. La première société que tu crées, c'est Ethnicia. Tu as 24 ans. Est-ce que tu peux nous en parler, son histoire et finalement ce que tu as obtenu par cette expérience? J'ai créé ce salon parce qu'en fait, je voulais détrôner L'Oréal. C'est bien aussi. Et c'est vrai que tu manques pas d'ambition, hein, quand même, hein. 24 ans, L'Oréal, c'est voilà. Clair, je voulais détrôner L'Oréal et je m'étais dit, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, donc je vais ouvrir un salon de beauté. Et là, j'aurai des clientes sous la main tous les jours et ça va être un peu mon labo. C'est ça ton test? C'est mon test. Et en fait, mais je rigole pas, c'est vraiment ce que j'avais fixé un objectif. Okay. Et je m'étais dit, pareil, si je fais 5% de ce qu'a fait L'Oréal, c'est déjà énorme, donc c'est super. Et en fait, donc j'ai ouvert ce premier salon de beauté parce que j'avais pas envie d'être coiffeuse ni maquilleuse. J'étais conseillère en image, j'avais fait des études de commerce, je voulais faire du business, mais je voulais commencer par faire un business dans un milieu qui me plaisait bien, donc la beauté c'était quand même pas mal. Et puis les femmes noires justement dépensent 30% de plus en tout ce qui est articles de beauté, maquillage. 30%. Ah, c'est plus que ça? C'est 3 fois plus, effectivement. Donc 300%? Non, 3 fois plus sur tout ce qui est skincare, soins. 6 fois plus pour tout ce qui est maquillage. 9 fois plus pour le capillaire. Énorme. C'est absolument énorme. Donc il y a un gros marché. Mais bon, moi je m'adressais justement à toutes les beautés. Parce qu'Ethnicia, ethnie ça veut dire toutes les beautés. Sauf que tout le monde a décidé de faire du marketing ethnique. Et on décidait qu'ethnie ça voulait dire noir et métissé. Du coup ça a pourri ton message. Tout ce qui est les autres, absolument. Parce que quand tu es en face de grands groupes qui utilisent ça, bon, t'as beau expliquer que la définition c'est pas ça. Vous n'avez pas lu la définition. Exactement. Voilà, non, moi dans mes salons j'avais des femmes blanches, des femmes noires, des maghrébines, j'avais de tout. Il y avait des voilées, des pas voilées, des femmes qui représentaient la société. Et ça c'était une de mes réussites parce que c'était le vivre ensemble. On rassemblait tout le monde et ça c'était chouette. Et donc j'ai ouvert le premier sur l'île Saint-Louis, quartier hyper prestigieux de Paris. Je savais même pas ce que c'était, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Ah oui. Et j'ai ouvert dans ce lieu absolument magique où un propriétaire m'a fait confiance, c'était pas évident. Parce que j'étais là avec mes 24 ans, pas de garantie, pas rien du tout, mais il croyait dans mon projet et ma détermination, il me l'a toujours dit. D'ailleurs, je lui ai rendu pareil hommage dans mon livre parce que je pense qu'on fait des rencontres comme ça qui changent des vies. C'est vrai. Et il n'était pas obligé de me faire confiance. Hein. Sur l'île Saint-Louis, il y a tous les jours des gens qui ont de l'argent qui viennent pour louer. Et moi, il avait envie de me faire confiance, Monsieur Ébrard, voilà, j'oublie pas son nom, j'aime bien les citer. J'adore les spéciales dédicaces, là. Très bien. Voilà.
Et donc voilà, et donc j'ai ouvert le premier, puis le deuxième, puis j'ai gagné le prix de l'innovation commerciale, j'ai ouvert à la Défense, j'ai ouvert Avenue de l'Opéra, et puis ainsi de suite, et j'écrivais comme ça mon petit rêve, sauf que dans l'entrepreneuriat, le rêve il est succinct, il dure un moment, on travaille beaucoup, on le vit, tu as intérêt à le vivre à fond quand tu le vis, et puis derrière ça retombe, et ainsi de suite, et c'est ça le principe de réalité. C'est le principe de réalité, moi des montagnes rudes, du saut en parachute, mais le principe est que quelquefois t'es en haut, mais tout le monde sait que quand t'es en haut, tu peux pas y rester à un moment, quoi. Tu vis forcément à un moment une redescente, etc. C'est comme si tu présentes le JT de 20h, qu'est-ce que tu veux faire de plus après? Rien. Compliqué. C'est compliqué. Donc, après, il y en a qui l'ont présenté pendant plus de 10 ans. Mais, pendant plus de 10 ans, mais la question c'est après les 10 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. C'est ça. Voilà, donc donc j'ai lancé ça, j'ai développé ça, et puis en 2013, après un burn-out, après une situation compliquée, j'étais à la télévision, donc j'étais animatrice en télé, donc tout brillait, il y avait plein de paillettes, plein de strass pour les gens. Dans ma réalité, j'étais enfermée dans une sorte de cage dorée, mais qui n'était pas une cage dorée parce que moi je vivais les huissiers, les galères, les problèmes avec les salariés, les problèmes avec la croissance trop rapide, avec plein de choses. J'étais passée à 17 salons, j'avais une centaine de salariés. Tous les matins, je me réveillais avec 15 problèmes au lieu d'avoir 3 projets. C'est pas la même chose, c'est pas excitant. C'est peut-être magnifique de l'extérieur quand on arrive et qu'on voit ces magnifiques salons de beauté et tout. À l'intérieur, j'étais en souffrance. C'était juste un cauchemar et c'était tout sauf ce que j'avais voulu faire. Et donc en 2013, j'ai effectivement, après une mise en redressement judiciaire parce que j'avais repris mes franchises, donc les dettes qui allaient avec, et que ma trésorerie ne suffisait plus, et ben à un moment j'ai lâché sur des petits détails, mais qui ont fait déborder le vase, des vols dans ma société, et hop, là j'ai vrillé, j'ai dit stop. Et je me souviens de ce coup de fil au mandataire où je dis maintenant il est temps de passer à la liquidation. D'accord. Et là j'ai l'impression de tourner une page colossale. Je suis arrivée, j'ai eu l'impression de déposer un sac de plomb sur le bureau du juge en disant j'ai fait mon boulot, j'ai fait ma part du job, j'ai créé des centaines d'emplois, maintenant salut. Moi j'ai fait ma part. J'ai fait mon boulot, j'ai fait ma part, je dois rien à la société me doit quand même pas mal pour avoir créé tous ces emplois. Et je le dois à mes proches, je le dois à tout ça, mais ça là, stop. Je peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai pas posé, j'ai jeté ce sac de plomb avec toute la rage qui était la mienne sur le bureau en disant stop. Là maintenant c'est où je crève, quoi. J'en pouvais plus. C'est ça. J'en pouvais plus. T'étais à la limite. Non, j'étais à la limite. J'avais des trous de mémoire d'1 heure, des palpitations. Et un vrai burn-out. Ouais. Et en plus je continuais, j'étais déterminée. Donc, comme une locomotive. Une locomotive. Je me souviendrai toujours de ce jour qui a été décisif. C'est que je suis au volant de ma voiture, je suis à 50 mètres de là où je dois me garer, je le vois, l'endroit où je vais me garer. Et quand je reviens à la réalité, je suis à, je sais pas combien de kilomètres, je suis à l'autre bout de Paris, en fait, place de la Concorde, et je ne sais pas comment je suis arrivée là. Je sais pas par où je suis passée, je sais pas à qui j'ai parlé. Je me souviens juste que j'ai eu un coup de fil de ma mère avant ça, et quand je regarde, je sais que ça fait 1 heure. Et là, j'ai la tête dans le volant, et un gendarme, un policier qui place de la Concorde me dit « Vous pouvez pas stationner ici ». Et je me relève, les yeux pleins de larmes, et je m'en vais. Et je remonte chez moi, j'habitais Charenton-le-Pont, je me mets dans mon lit et je pleure. Le vrai burn-out. Je pleure et je n'arrête pas. Je savais pas qu'on pouvait pleurer autant. Je pleure, je n'arrive pas à m'arrêter. Et à un moment, j'ai un coup de fil je vois papa, mon père, qui est mon meilleur ami, qui est mon confident, qui est mon exemple, qui est mon héros, je pourrais pendant des heures continuer comme ça. J'adore. Qui m'appelle et qui me dit ça va. Je lui dis oui, ça va. Je me ressaisis. Et il me dit non, ça va pas. Ça fait 3 jours. Il faut savoir une chose, c'est que mon père, chaque jour de sa vie m'appelle. Mon père, chaque jour de sa vie, s'il ne m'entend pas, prend son grand boubou blanc, s'habille et vient dans mes salons de beauté. C'est vrai. Et il vient me voir. Et quand il vient me voir, c'est juste pour me dire salut, je vais bien. Il salue tous les gens dans mon salon. Je dis non, mais on ne fait pas comme ça, papa. Et il me dit c'est pas grave si les gens ne sont pas normaux. Moi, je rentre dans un endroit, je salue les gens. Et il repart. Et il n'avait pas réussi à me voir depuis plusieurs jours. Et là, il me dit, ça fait 3 jours que j'essaie de t'appeler, que tu réponds pas. Viendra un jour où tu essaieras de m'appeler, tu pourras pas. Et là, quand il me dit ça, Tu reviens à l'essentiel. Ouais, je reviens à l'essentiel. J'ai comme un choc. Je me dis, c'est vrai ça. Je cours après quoi? Le matériel, après... Il y a des choses plus essentielles, plus importantes dans la vie. Et là, je dis non, j'arrête. Dans ma tête, 80% de la décision est prise.
Mais 20%, c'est plus dur. Mais 80%, c'est clair, j'arrête. Et je vais quand même pousser la boîte. Et au moment où je demande effectivement la liquidation, j'ai un investisseur prêt à mettre pas loin de 2 millions d'euros sur la table. J'ai un chiffre d'affaires qui repart. Et non, je regarde cet investisseur et je lui dis, je te ferai pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Tu vas investir ton argent, mais je suis plus là. Dans ma tête, je suis plus là. Et c'est moi la boîte. Donc, tu vas perdre ton argent. Donc, ne les mets pas. Et je renonce à ces 2 millions. Mais même s'il a beaucoup d'argent, effectivement, c'est pas pour ça qu'il doit jeter 2 millions. Il a travaillé pour les faire. Et je lui dis non, les mets pas. Et il les met pas, effectivement. Et heureusement. Et moi j'avais besoin de passer à autre chose, en fait. C'était clair et net. Et résultat, c'est resté un ami. Et, assez longtemps avant qu'il s'en aille. Mais voilà, ça t'apprend plein de choses. Donc, à ta question, qu'est-ce que je retiens de cette expérience ? Un sac rempli d'expériences, une expérience formidable, ultra formatrice, comme je n'en ai jamais vécu. C'est clair. La meilleure leçon de ma vie. Et si c'était à refaire, je le fais. Je le refais sans problème. Parce que ce que j'ai appris là, il n'y a aucune école qui te l'apprend. Alors du coup, ma question c'est, mais qu'est-ce que tu fais différemment ? Alors, qu'est-ce que je ferais différemment ? Tout et rien. Ça veut dire que si je devais revivre l'expérience, je la vivrais de la même manière parce que très formateur, parce que j'avais pas d'autre choix que de le vivre comme ça. Quand t'as pas fait de grandes écoles, qu'on t'a pas appris, et même dans les écoles, on t'apprend pas ce que tu vas vivre sur le terrain. Eh ben, je ferais de la même manière parce que j'ai appris beaucoup de choses. En revanche, ce que je ferais différemment aujourd'hui, c'est aborder la croissance trop rapide différemment. C'est-à-dire que quand tu vis la croissance trop rapide, t'es jeune entrepreneur, c'est ta première boîte, tu dis waouh, c'est trop génial. Mais en fait, la croissance rapide, elle vient avec ses dangers, ses risques et ses problématiques. Et si tu sais pas les gérer, ça t'amène à l'échec. Échec qui est pour moi positif, mais ça t'emmène quand même à l'échec et on n'a pas envie de vivre des échecs quand même tous les jours. On n'est pas obligé de passer que par ça. Que par ça. À un moment, il faut savoir en tirer des leçons, passer à autre chose, etc. Et c'est vrai que quand j'ai connu cette croissance trop rapide, je me suis dit c'est génial, tu as plein de chiffres d'affaires qui rentrent, tu ouvres des points de vente, tu recrutes, c'est super, tu vis des trucs qui sont magiques. La vérité, c'est que plus tu recrutes, plus tu as de charges, tu ne gères pas forcément le fait que ton chiffre d'affaires, un jour il est en haut, un jour il est en bas et tes charges sont les mêmes. Tu as effectivement cette croissance où tu ouvres plein de points de vente, donc tu as beaucoup de charges qui viennent s'ajouter à ça. Et les gens que tu emploies. La gestion des gens, gérer une équipe de 5 personnes avec laquelle tu as une proximité n'est pas la même chose que de gérer une équipe de 100 personnes éparpillées sur toute la France. Vouloir trop aider les gens, c'est-à-dire les assister plutôt que les accompagner. D'accord. Ça c'est un truc que je ne ferai plus jamais. Moi, j'étais un petit peu... j'étais clairement même dans l'assistanat. Et je l'ai appris aussi bien à titre professionnel que personnel. Assister les gens, c'est pas les aider. Les accompagner, là tu les aides. Parce que ton voisin, il tombe, tu le relèves, il continue son chemin, c'est super. Mais si tu dois lui tenir la main tous les jours, ça devient compliqué, et pour toi et pour lui. Et donc, moi, c'est ce que je faisais au quotidien avec mes proches, les assister, c'est-à-dire tout faire à leur place, etc. Ils ont un problème, tiens, tu le règles, au lieu de les amener à le régler. Et dans ma boîte, c'était la même chose, en fait. Donc, mais quand j'ai lancé ma franchise solidaire, c'était pareil aussi. C'était des gens qui voulaient être entrepreneurs, mais ne voulaient pas le côté pesant et pénible de l'entrepreneuriat. Et donc celui-là, je le prenais pour eux, et eux, du coup, non, à un moment, c'était pas possible non plus. Donc, ce que je ferais différemment, c'est être très à l'écoute de ce qui m'arrive, aussi bien bon que mauvais, parce que le mauvais peut être bon et le bon peut être mauvais, en fait. C'est ce que j'ai appris. C'est vrai. Et je gérerais vraiment pas de la même manière, dans le sens où j'observerais plus avant de prendre des décisions, de déployer. Voilà, j'attendrai un peu que ça s'installe. Et en même temps, je suis une impatiente. C'est-à-dire que c'est même pas que je suis une impatiente, c'est que les gens me disent tu vas trop vite. Mais moi, j'ai l'impression que c'est eux qui vont trop lentement. Parce qu'en fait, qui définit le rythme ? Personne, sauf toi. Dans ta capacité à le gérer, à gérer tout ça. Et ça, je le ferais différemment. J'écouterais beaucoup plus mon intuition et je ferais les choses surtout pas pour les autres, mais pour mon entreprise, pour les gens qui la font et pour moi aussi, pour toujours être en instabilité stable. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, t'aimes cette excitation où tu es dans un truc où tu sais pas trop ce qui va se passer, mais voilà.
Et en même temps, tu as besoin de stabilité, donc d'un socle solide, d'une fondation solide pour pouvoir t'éclater derrière et te permettre de vivre cette instabilité. Tu ne peux pas vivre cette instabilité quand tu n'as pas les fondations derrière qui te permettent de t'asseoir solidement et de te dire ok, ça bouge mais pas trop non plus. Voilà. Je l'ai aimé cette instabilité absolue à un certain moment, c'est-à-dire quand j'ai démarré, et je l'ai à un moment moins aimé quand j'ai pas pu de temps en temps me reposer sur elle. C'est-à-dire me dire attends, assieds-toi 2 secondes, respire, regarde et prends ta décision. Ça, j'ai regretté. Donc, je construirai d'abord cette fondation et ensuite cette instabilité que j'aime. Donc, la mise en mouvement, c'est ça que tu aimes. Le fait d'être toujours actif, c'est ça que tu aimes. Par contre, voir si tu es aligné et réfléchir sur ta profondeur, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles. Tu as parfaitement résumé les choses. Je pense que mes 2 grossesses m'ont amené aussi ce côté alignement. Alignement que tu expliques, ça c'est sûr. Mais mon expérience aussi, ça c'est sûr. Mais je garderai ce truc qui fait que j'aime l'entrepreneuriat. Cette excitation, cette adrénaline, ce côté je ne sais pas ce qui va se passer, ce côté qui fait que tu es différent des grosses boîtes dans le sens où tu oses, tu innoves, tu es dans la décision rapide, ça passe pas 15 échelons avant de prendre une décision, tu es dans l'instant, tu es dans cet esprit... Comme j'aime bien ce côté start-up. Tu vois, au quotidien, tu t'adaptes, tu cherches, voilà, ok, comment on fait, comment on bouge, comment... J'aime bien ça. Donc ça, je voudrais le garder le plus longtemps possible. Mais quand même construire ce socle qui est nécessaire. D'accord. Un socle et l'agilité, et par contre, de la start-up. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu aimes. C'est ça. Donc cette société ferme. Tu passes par un passage à vide, tu te lances tout de suite dans une autre aventure. Je remonte une boîte un mois après. D'accord. Donc c'est la fille qui prend son temps, bien sûr. Dans septembre, je reprends en octobre. Voilà, c'est ça. Mais en fait, parce que la seule chose dont j'avais besoin à ce moment-là, moi, c'était d'arrêter cette expérience-là. C'était pas arrêter l'entrepreneuriat, c'était pas arrêter de créer, de développer, d'innover, c'était ça. Parce qu'à un moment, c'était pourri. C'est-à-dire que c'était gangréné de partout. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et donc, j'avais besoin d'arrêter ça. Tu voulais arrêter la fuite en avant, mais tu ne voulais pas arrêter l'entrepreneuriat. C'est ça. Et puis, je voulais surtout arrêter cette expérience-là. Je pense qu'à un moment, il faut savoir mettre un terme à certaines expériences pour en commencer d'autres. Et celles que tu commences ensuite, elles sont nourries de celles d'avant. Ouais. Mais pour ça, il faut que tu arrives à mettre un terme. C'est le plus difficile. À mettre un terme pour passer à l'étape d'après. Okay. Et pour moi, c'est pas la fin de quelque chose, c'est une étape ensuite, après. Je vis des étapes et c'était la fin de cette étape-là. Voilà, mais c'était pas la fin de mon histoire entrepreneuriale. C'était juste une virgule pour enchaîner ensuite. Très bien. Donc, tu fais quoi ? Donc, alors, qu'est-ce que je fais ? Je remonte une structure. D'abord, je me concentre sur mes activités médiatiques parce que je me rends compte qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Ouais. Et que ça aide énormément, tout ce qui est communication, etc. Aujourd'hui, j'y pense fort, il y a l'enterrement de Jacques Desange, qui a été un homme formidable que j'ai rencontré, qui a eu une bienveillance envers moi qui était incroyable. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ce sont les rencontres. Oui. Ce sont des gens qui, pas financièrement, changent ta vie, parce qu'on pense toujours que c'est l'argent qui change les choses, mais non. Par des mots, par des conseils, ont bouleversé ma vie. Et Jacques Desange me disait tout le temps, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Et il disait, et je peux te dire qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'avoir le faire savoir, tu peux avoir des mains en or, si tu sais pas le faire savoir, ça sert à rien. En revanche, il y a des gens qui vendent des trucs catastrophiques, mais qui ont se faire savoir et qui vendent plus que toi. D'accord. Ça, je trouvais ça génial, et il me disait, exagérer n'est pas mentir. J'avais 500 salons, je disais déjà que j'en avais 1000. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Exagérer n'est pas mentir. C'est ça. Parce qu'en fait, je pense que ce qu'il a voulu dire à travers ça, c'est qu'en fait, l'exagération nourrit l'ambition. Oui, tu es juste en avance. Ouais, c'est ça. J'aime bien ça aussi. Mais ça nourrit l'ambition. Ça veut dire que le fait de dire ça, c'est que tu te projettes tellement. Et on sait que en tant qu'entrepreneur, que la force de la projection, de la visualisation, de la concrétisation, on l'appelle comme on veut, est puissante. Et donc le fait de te projeter à déjà 1000 salons, tu fais que c'est déjà un acquis pour toi, parce que tu es sur le chemin de ça, tu cours vers ça, tu peux pas rater ta course, parce que tu t'entraînes pour ça. Et je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Et en tout cas, moi, cette phrase m'a énormément stimulée. Je dis, un grand monsieur comme ça qui me dit ça,
il y a tellement de vrai dans ce qu'il dit. Et ces 1000 salons, finalement, il les a eus. Il les a eus en plus. Facile, je sais pas, mais en tout cas, il en a eu plus que 1000. Et ça, c'est extraordinaire. Et je ne sais même plus pourquoi je te disais ça. Parce que, alors, tu as rencontré des gens extraordinaires, mais toi, tu t'es tout de suite remis à travailler. Ouais. Et donc ouais, je me suis remise à travailler tout de suite, toujours pour atteindre mon objectif. Je n'avais pas encore détrôné L'Oréal. C'est vrai. Donc j'ai recommencé, effectivement, j'étais dans les médias, c'est pour ça qu'on en parlait. Et puis dans la foulée, j'ai relancé ma marque, que j'ai d'abord mis en licence de marque, parce que je construisais à côté ma carrière média. Et puis à un moment, j'ai repris ma marque et je la déploie maintenant depuis, réellement, depuis 1 an, je la développe via mon média. Et la vente dans des gros réseaux de distribution. Et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Je voulais pas des gros réseaux de distribution impersonnels où tu négocies, tu as l'impression que ton produit n'a aucune valeur tellement il te tire le prix vers le bas. Et donc tu te dis, mais moi j'ai travaillé pour ça, je vais gagner 1 euro par produit, c'est pas possible, je peux pas. Et donc je me suis dit, je voulais aller vers quelque chose de plus humain, de plus utile, de plus excitant. Et donc j'ai lancé les Beautypreneurs. J'étais à 7 mois de grossesse quand j'ai lancé ça, c'était en septembre dernier. Et en fait, c'est la vente à domicile, ultra moderne. C'est-à-dire qu'on dépoussière les ventes à l'ancienne, un peu, je ne vais pas citer la marque, mais Tupperware, etc. Et on en fait des véritables moments de rencontre, de développement personnel, parce qu'on forme énormément les femmes qui font ces réunions-là, à apporter aux autres femmes qui les rejoignent. En les formant, en les accompagnant sur la confiance en soi, comment on redonne confiance à une femme qui la perd, etc., etc. Et donc on a commencé, je pensais avoir 30 femmes par mois, et dès le premier mois on a fait 300. Et je me suis dit, on en a pas mal à Marseille d'ailleurs. Donc ça c'est normal. Et donc ça c'était génial. Et là on pense atteindre les 600 d'ici fin février. On sera à 2000 d'ici fin d'année. Ça va très vite et c'est pas moi qui vais vite. Pour une fois, c'est le réseau de la vente, c'est le mode de distribution qui est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vendeurs qui se plaisent chez vous recrutent d'autres vendeurs, mais c'est pas que du recrutement, ce qui est interdit, mais on recrute, on forme, on accompagne, et à leur tour, elles deviennent également indépendantes financièrement, et elles se plaisent dans l'aventure. Et donc en fait, le travail de faire grossir le réseau, c'est le terrain qui le fait. Et ça, c'est extraordinaire. Et parce qu'il y a un côté fédérateur, il y a un côté exemple concret tout de suite, c'est-à-dire que la femme, elle a en face d'elle une autre femme qui vit l'aventure et qui lui explique ce qu'elle vit, et donc elle a une exemplarité immédiate. Et donc elle a envie de rejoindre l'aventure parce que ça existe et parce que c'est concret. Ça, c'est génial. Et donc là, voilà. Donc on est déjà en tout cas fin février à 600 femmes. Donc maintenant que j'ai accouché, je suis prête. C'est ça. Je suis au taquet pour les accompagner, les soutenir. Et ça, c'est l'aventure que je vis en ce moment. Et celle-là, elle me nourrit, mais tellement. Parce que humainement, de voir des femmes qui sortent d'une précarité sociale ou qui sortent de situations extrêmement difficiles, violences conjugales et autres, et qui retrouvent goût à la vie comme ça c'est magique. Ça, c'est génial. Et ça, je sais pourquoi maintenant j'entreprends. D'accord. Dans ton métier de chroniqueuse, donc tu as fait de la télé. Comment t'es arrivée sur la télé finalement ? Pourquoi les gens t'ont appelé pour faire des chroniques ? Lorsque j'ai lancé ma première boîte, j'avais aucun client. Je m'en sortais pas et j'avais décidé de prendre des copines qui ont appelé des copines. Et on s'est retrouvés avec ce t-shirt, c'est une histoire que je raconte souvent, où j'avais fait écrire au marqueur le nom de ma marque, Ethnicia. On avait débarqué chez Cathy Guetta dans une avenue prestigieuse de Paris. Et on avait fait une soirée là-bas et j'avais commencé à recruter mes premiers clients là-bas. Ça avait donné lieu à mon premier article dans Le Parisien. Et dans la foulée, j'ai eu toute la presse. Toute la presse m'a soutenue, a parlé de ce que je faisais et ça a été assez fou. Et jusqu'au jour où M6 m'a contacté et m'a dit « On veut parler de votre aventure entrepreneuriale. On veut vous suivre, on veut voir comment ça se passe. » Je dis « Ok, mais vous avez montré pas que les côtés paillettes, pas que le bon côté, vous avez montré aussi des difficultés parce que j'ai une responsabilité et que beaucoup de gens me suivent. Parce que je parle vrai et je veux qu'ils sachent que c'est difficile aussi. Et donc j'ai eu ce reportage dans Zone Interdite qui a bouleversé ma vie. Incroyable. Le lendemain, j'avais véritablement une marée noire dans mes salons. C'était vide. C'était vide de produits, rempli de monde. C'est-à-dire que j'avais plus un produit à vendre. Les gens venaient tous acheter les produits pour me soutenir.
Et ce qui m'a bouleversée, c'est cette maman qui est arrivée avec ses gamins et qui a dit « Je veux voir Absatou ». Et quand je suis arrivée, elle m'a dit « Je voulais juste leur montrer que vous existiez en vrai et que c'était possible. » D'accord. Qu'on pouvait y arriver. Et voilà, et que c'était pas que de la télé. Ouais. Et là, ça m'a fait... c'est énorme. Ça m'a levé les... ouais, c'était... tu veux dire que finalement, tu vas être dans le bouquin d'un des deux gosses qui dira plus tard je veux être comme elle. Ah, mais c'est drôle. Là, tu as créé le lien là. C'est drôle parce que jamais j'avais imaginé ça, moi. Ouais. Moi, Absatou, issu de cette famille de 8 gamins, jamais j'avais imaginé ça. Et quand je vois qu'effectivement, on étudie mon échec ou mes réussites à l'école, et qu'on explique aux gamins, bah oui, tu peux venir d'un milieu comme ça, mais tu peux y arriver, mais ça va être difficile, tu vas passer par ça. C'est magique pour moi. Et en même temps, ça me met une pression parce que je me dis, j'ai pas le droit de me planter parce que sinon, j'anéantis le rêve de ces gamins aussi. Donc, il faut que j'y arrive, il faut que je stimule. Et je pense qu'on a tous, à un moment, cette exemplarité vis-à-vis de quelqu'un. Et ça, c'est magique. Mais cette maman vraiment qui arrive avec ses gamins, ça m'a bouleversée. C'est un truc que j'oublierai jamais. Et tous ces messages d'amour, de soutien. Et encore aujourd'hui, quand je prends un taxi parisien ou ailleurs qui me dit... alors, ton prêt, tu l'as eu? Parce que dedans, on voyait le moment où je devais avoir le prêt bancaire, etc. Ça a été fou. Et derrière, j'ai commencé la télé, puisque M6 m'a fait confiance en me faisant passer jurer dans l'émission L'Inventeur 2012. Et puis ensuite, ils ont voulu me confier plus gros, mais je n'étais pas prête. Et donc j'ai atterri chez Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, où j'ai énormément appris. Là j'étais à ma place parce que j'étais avec des femmes qui avaient énormément réussi. C'est vrai. Et je les regardais moi, et j'étais en formation. Je les regardais. Perpétuel. Ben oui, je les regardais, je me disais bon, mais j'avais pas les épaules de ce qu'on voulait me confier juste avant. Là je les ai pas, mais au moins je suis en formation, je suis pas toute seule. J'ai des femmes qui sont là, qui sont aguerries à tout ça, et donc je vais m'asseoir et je vais regarder, et je vais apprendre. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est énorme. Voilà, j'ai rencontré Laurence Ferrari, qui est devenue ma grande sœur de cœur. Roselyne Bachelot, j'en parle même pas, tellement elle m'a appris de choses. C'est ma Rose. C'est une femme qui a une carrière incroyable et en même temps qui sait s'asseoir à côté de vous et dire « Explique-moi ça parce que j'ai pas compris. » L'humilité. L'humilité, c'est juste génial. Et voilà, et non, j'ai appris énormément et c'est comme ça que j'ai atterri à la télévision. Ouais. D'accord. Donc en fait, tu fais un article, on fait un article sur toi, du coup après ça a plein de petits dominos qui tombent et qui font que tu vas à la télé. Ouais. Ok. Il s'est passé l'expérience à la télévision avec Zemmour. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? C'est quoi pour toi ce qui s'est passé? Comment tu le vois avec le recul? Je trouve qu'il y a une drôle de notion de liberté d'expression. Ouais. Parce que la liberté d'expression va à l'encontre à un moment de la loi qui est de dire... la liberté d'expression en fait autorise l'insulte. Il a été bien au-delà de cette liberté d'expression à laquelle je suis extrêmement favorable. On doit pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Oui. Mais en fait, c'est... Ce qu'il m'a dit ce jour-là, d'abord je ne pouvais pas me laisser faire parce que je me suis construite en tenant tête à mes frangins. En tenant tête dans une société où on voulait que je reste à ma place en disant non, 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 en fait je vais aller là où j'ai envie d'aller, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'était inconcevable pour moi de baisser la tête devant Éric Zemmour ou Thierry Ardisson. C'était inconcevable. Ça allait à l'encontre de ce sur quoi je m'étais construite. Ce qui fait ta colonne vertébrale, c'est ta culture, ton prénom, ce que tu as envie de faire dans la vie. C'est au-delà de ça, c'est que le prénom c'est de l'ordre de l'intime. Je porte le prénom de ma grand-mère. Je porte le prénom d'une histoire... Maternelle ou paternelle? Maternelle. Donc c'est mon histoire familiale. Oui. Éric Zemmour peut dire « Je n'aime pas votre prénom. Je ne suis pas fan de votre prénom. » Ou je pense que ça aurait été préférable d'adopter un prénom français. Il a le droit d'avoir sa théorie. Oui. Mais me dire que mon prénom est une insulte à la France... c'est me ramener au niveau d'un citoyen peut-être de seconde zone, quelqu'un qui fera jamais partie de ce pays-là. Moi, quand je vais au Sénégal, je suis une enfant de la France. Oui. Et quand je suis en France, je suis une enfant du Sénégal. Et donc, ça, c'était terrible pour moi parce que mes profs qui aimaient la France plus que lui ne m'ont jamais ramené à ça. J'ai jamais connu ça. J'ai toujours snobé le racisme. Ouais. J'ai toujours dit à mes frères et à mes sœurs, arrêtez. Il n'y a pas que des racistes partout, passez outre,
c'est pas que ça n'existe pas, mais ça doit pas vous ça doit pas vous bloquer. Ça doit pas vous bloquer. Il y a une partie qui est dans votre tête. C'est ça. Et de voir ce type me dire ça en plein... devant 200 personnes, comme ça, comme si c'était normal. On a libéré quelque chose ces derniers temps. Hein. Je sais pas si c'est les réseaux sociaux ou pas, mais on peut tout dire. Et bien évidemment, il ne s'est pas arrêté qu'à ce qui a été diffusé, sinon à la limite j'aurais passé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai énormément de gens qui m'appellent Corinne, qui est ce prénom qui m'a été assigné par un type d'extrême droite, raciste. Et les gens pensent que c'est une joke, une blague. Mais non. Ah, non. Ils le font par rapport à cette référence-là, mais pour te mettre mal ou parce que c'est une blague? Il y en a, c'est par humour, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que c'est juste qu'ils utilisent l'humour. Le prénom qui m'a été assigné à ce type d'extrême droite. Et de l'autre côté, il y en a qui savent ce qu'ils font et qui, parce qu'ils suivent cette idéologie qui est celle d'Éric Zemmour, ils le font par l'idéologie de ce personnage. Sur les réseaux sociaux, si vous regardez notamment sur Twitter, qui est tout sauf bienveillant, vous avez tous les types d'extrême droite qui m'appellent volontairement Corinne pour m'agacer, pour m'irriter, pour m'insulter. Et donc effectivement, ça a été très pénible. Mais ce que je retiens de ça, c'est que j'ai pas courbé la tête, c'est que je n'avais pas l'intention de le faire, c'est que beaucoup de gens ont été blessés par ça parce que ça les ramenait à leur propre prénom et à leur propre histoire, et que ce n'est pas servir la France ou honorer la France que de se comporter comme ça. Et ce que j'ai dit à Éric Zemmour, je le redis, s'il avait eu le courage de dire la même chose des tirailleurs sénégalais qui ont donné leur sang pour la France et qui portaient pas des prénoms du calendrier chrétien, mais des prénoms dont ils sont fiers, et ça les a pas empêchés d'être fiers pour le drapeau et de se battre pour le drapeau, et ils aimaient la France un peu plus qu'Éric Zemmour, ça c'est sûr. Donc ça c'est sûr que on me posera toujours cette question, Éric Zemmour. D'ailleurs, moi je n'ai pas cité le nom. Non, mais bon, il fait partie de mon quotidien malheureusement et malgré moi. De ton expérience. De mon expérience, mais voilà, si je le vois demain, je le regarderai avec la même dignité et je l'affronterai de la même manière, parce que je pense qu'on doit affronter ces gens-là. Et en tout cas, ne pas les laisser faire impunément et laisser dire impunément. Voilà, là où il pensait avoir gagné, je pense qu'il a bien perdu. Et d'ailleurs, il sera normalement mis en examen prochainement. D'accord. Dans ce dossier. Bon. Voilà, la France est un pays de droit. Est-ce qu'il sera condamné? J'en sais rien, mais c'est déjà une première victoire. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as appelé tes enfants Abi et ton fils Isaac, Haroun, Giovanni, je me trompe pas. Je peux corriger? Abi Aïcha. Abi Aïcha. Ça va irriter l'oreille de... J'adore. C'est pas marqué sur Wikipédia, mais Abi Aïcha, ok. Qui porte le prénom de ma maman. Abi Aïcha Framboise, qui est le nom de la maman de Vincent. Et effectivement, Isaac Haroun, qui est le nom de mon père. Giovanni, qui est le nom du grand-père de Vincent. Ok. Voilà. Et donc, le premier prénom, Abi et Isaac, pourquoi? Parce que tu l'as ressenti comme ça pendant ta grossesse. Comment tu choisis le prénom? Parce que c'est un prénom qui, pour moi, illustre le mélange, la diversité culturelle qui est la nôtre. Je reprends. Ta question. Je te trouble là. Non, parce que je ne m'attendais pas à ça. Abi et Isaac, ce sont des prénoms qui sont au croisement des cultures de Vincent et moi. Vincent, mon conjoint, est quelqu'un qui est français-italien. Et moi, je suis française sénégalo-mauritanienne. Donc, on a un mélange culturel qui fait qu'à un moment, il fallait trouver des prénoms qui aillent avec tout ça. Abi, c'est un prénom très sénégalais. Tout comme il est très anglo-saxon. Oui, c'est vrai, moi j'ai pensé à anglo-saxon au premier. Ben oui, en plus, il n'y avait pas Aïcha et Framboise. Ouais, c'est ça. Anglo-saxonne, on l'a écrit comme ça d'ailleurs. Et Isaac, effectivement, qui existe aussi bien dans le Coran que la Bible, et qui est un des dans prophètes. La Torah, voilà, exactement. Ok. Bon, très bien. Donc, tu viens d'une famille de... En tout, vous étiez 8 enfants. Toi, tu en as fait 2. Tu vas t'arrêter à combien? Ça. Alors, message à toutes les femmes de plus de 40 ans. Faire un enfant, après 40 ans multiplié par 3, vos chances d'être centenaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Salman qui me l'a dit, le professeur, le docteur, le professeur, pardon. Et c'est magique parce qu'on a toujours dit aux femmes qu'il fallait faire des enfants tôt, que l'horloge biologique allait contre nous. Ouais. Moi, j'ai fait mon premier enfant, j'avais 35 ans, le deuxième à 38. Le troisième à 41, le quatrième à 44. Fais gaffe, il y en a qui ont été jusqu'à 60 en Italie, mais je crois qu'ils ont un peu trafiqué les, ça. Non, les hormones. Moi je pense que j'ai aucune pression, mais effectivement, non, j'ai pas forcément envie d'arrêter. C'est fatigant, hein, la grossesse. Je pense. C'est éprouvant.
Ouais. Mais j'ai pas envie d'arrêter. C'est tellement magique. Du coup, allez, à 15 ans, tu savais combien d'enfants tu voudrais ou pas? Moi, je disais que j'en voulais 4. T'en voulais 4, ok. Parce que c'est ce que je dis toujours aux messieurs. Tu vois. Je leur dis, si tu veux savoir combien d'enfants tu vas avoir, demande à ta femme plutôt. C'est ça. C'est quand même elle qui sait à l'avance sa projection. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme valeur à tes enfants? C'est-à-dire, tu voudrais qu'ils fassent quoi de leur passage sur Terre en termes de valeur, et peut-être d'autres choses, mais... D'abord d'être libre. Cette fameuse liberté. Hein. D'être libre, absolument libre. De faire ce qu'ils veulent. Voilà, de toujours se regarder avec fierté dans un miroir en disant je suis fière de ce que je fais. D'accord. Une autre valeur que j'ai envie de leur apprendre, c'est d'apprendre à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que on n'apprécie pas forcément ce qu'on accomplit et pourtant la vie est un accomplissement. Donc il faut savoir regarder et ce qu'on accomplit, de bon ou de mauvais, et en tirer des leçons. Et tout est dans le en tirer des leçons. Il ne s'agit pas juste de faire du bien ou de faire du mal, il s'agit de savoir pourquoi on l'a fait et d'apprendre. De respecter les autres, respecter la différence, admettre et accepter que les gens ne sont pas tous les mêmes et tous comme tu voudrais qu'ils soient. Et que même ton homme, on a été élevé dans une société où on se dit bon, c'est le monde des bisounours, famille américaine avec le sourire tout blanc, magnifique, etc. Ça n'existe pas dans la vraie vie. On passe par plein de choses, des difficultés, des montagnes russes, et ce qui est important, c'est d'accepter la différence de l'autre et de ne pas chercher à changer les gens à tout prix, mais d'échanger, de discuter, d'écouter et de comprendre. Voilà, c'est la tolérance. C'est ce qu'on appelle la tolérance, je crois. C'est Imani qui disait dans un concert, ça sert à rien d'essayer de changer ton homme, c'est plus facile de changer d'homme. Donc toi, tu penses quoi de ça? Je pense qu'elle a raison, mais moi je citerai cette phrase qui dit on se met avec les gens pour ce qu'ils sont pas et on les quitte pour ce qu'ils sont. C'est pas ça. Okay. Bah oui, je veux dire, si on projette dans la personne ce qu'elle n'est pas, faut pas lui reprocher de partir après pour ce qu'elle est. Ouais. Soit on la regarde avec le regard de vérité et on admet que quelqu'un n'est pas 100% parfait, mais que la perfection, c'est l'imperfection, justement. Et dans ce cas-là, on est face à une certaine réalité qui va nous construire. Soit on vit dans un monde où on se ment à soi-même, on projette dans l'autre ce qu'on aimerait qu'il soit, on veut voir en lui ce qu'on voudrait qu'il soit, et à un moment, quand l'illusion s'en est allée, on se rend compte et on lui reproche et on l'abîme, parce que finalement on lui reproche qu'il ne peut pas changer. Là, ça devient problématique. Pour soi et pour l'autre. Parce qu'on abîme aussi les gens avec cette exigence qu'on peut avoir d'eux. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille changer d'homme dans cette société de zapping où on aime tout zapper. Comme on ne change pas d'amis parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions et les mêmes avis que nous. C'est ce qui fait la richesse. Voilà. Mais en revanche, s'entourer de meilleurs que soi, ça fait une vie. Et s'entourer de meilleurs que soi, ce n'est pas dans la performance, mais c'est à travers des gens qui vont vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Et ça, je trouve ça magique. Voilà, on s'endort chaque soir en ayant appris des choses. Moi, la première... une petite anecdote que j'ai envie de vous raconter, c'est dans mon premier salon de beauté, j'avais une dame qui s'appelait Simone, une femme très âgée, qui à chaque fois qu'elle faisait sa mise en pli me demandait de venir s'asseoir à côté d'elle. Et je m'asseyais là, ça pouvait durer une heure absolument géniale, où elle me racontait sa vie vie d'entrepreneur, cette femme qui s'était construite, qui avait monté une chaîne d'hôtellerie, qui travaillait énormément et qui m'a appris deux choses. Ne jamais confondre service et servilité. Et la deuxième chose, c'est entre la médiocrité et l'excellence, il y a le détail. Et elle me parlait, elle me racontait plein de choses. Simone. Simone. Ok. Je l'adorais, elle n'est plus de ce monde malheureusement, mais c'était ma cliente la plus fidèle et la plus... c'était l'ancienne, c'était la plus 92 je crois à la fin. D'accord. Voilà, mais magique. Donc tout ça pour vous dire que on apprend beaucoup des autres. Bien sûr. Et donc la valeur que tu veux donner à tes enfants, c'est donc il y a de l'ouverture d'esprit là-dedans. La liberté, c'est évident. Tolérance. Liberté en numéro 1. Voilà. Et t'aimerais qu'ils fassent quoi? Si tu avais un bâton magique, est-ce que tu as une envie pour eux ou pas? Aucune envie pour eux. C'est à eux de décider, d'écrire leur chemin. Voilà, je veux juste qu'ils soient heureux. D'accord. Voilà. Peu importe comment, je veux qu'ils soient heureux. Bon, pas en braquant une banque, mais... S'ils sont heureux, non, c'est bon. Mais ok.
T'as trouvé ton amour à la télévision. Comment ça s'est passé? Je ne l'ai pas trouvé à la télévision. Ah, c'est vrai? On travaillait tous les deux à la télévision, ouais. On ne s'était jamais rencontrés. Ouais. Et on s'est rencontrés dans la vraie vie. À une soirée où on ne voulait pas aller tous les deux. Aucun des deux voulait aller à la soirée. C'est ça. Ouais. Et on a tous les deux été contraints d'y aller via nos employeurs respectifs. Et on s'est retrouvés là. Ça a duré 2 secondes qui ont bouleversé nos vies. Et ça a été le coup de foudre. On s'est regardé. Coup de tonnerre. Ah, c'est ça, paf, au premier regard. Les paillettes. Premier regard. C'était ton Kevin, boum, il a mis des paillettes dans ta vie. Boum, il a mis des paillettes dans ma vie. et surtout, voilà, le truc où tu as 12 ans. Et donc tu sais que c'est lui. Tu le sais, voilà. Et voilà. Et pourquoi tu me poses la question? Mais je sais pas, je te pose des questions comme ça. Non, c'était magique. Et c'est l'homme de ma vie aujourd'hui, c'est le papa de mes enfants. Ouais. Voilà, mais on ne s'est pas rencontrés dans la télé. Okay. Voilà, on s'est rencontrés... voilà, dans la vraie vie, mais en travaillant tous les deux à la télé, et tant mieux, parce que la télé c'est quand même un monde d'illusions, et c'est pas le milieu dont je retiens les plus belles valeurs. Danse avec les stars, du coup, ça t'a apporté quoi? Bah, quand même des danses magnifiques que je pourrais montrer à mes enfants. J'ai appris à danser. Ça m'a apporté que j'ai perdu 11 kilos alors que je sortais d'une grossesse, donc ça a été express, ça a été plutôt cool. Ouais. Qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est quand même une expérience qu'on n'oublie pas, ouais. Ça c'est clair. Une rencontre avec un danseur génial, Jordan, qui m'a appris à danser et je dansais déjà avant, mais qui m'a appris un autre style de danse que je n'avais pas connu. Et voilà, après ça m'a appris aussi que la télé décide de qui ils veulent pousser ou pas, et que pour quelqu'un comme moi qui était entrepreneur et qui assimile l'entrepreneuriat au parcours d'un sportif de haut niveau qui se prépare à la compétition tous les jours, qui ne gagne pas forcément, qui perd beaucoup aussi, mais qui apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites, et voilà, et c'était très frustrant, parce que vous avez beau vous dépasser, beau travailler, c'est pas celui qui performe le mieux qui gagne. C'est celui qu'ils ont décidé qu'il allait gagner qui gagne. Il y a un scénario écrit un peu à l'avance. Absolument bien écrit à l'avance d'ailleurs. Ouais. Et donc ça peut être effectivement frustrant. Ouais. Et quand on comprend ça, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de justice à la télé. Voilà, il n'y a pas beaucoup ni de justice ni de valeur, et donc c'est pas grave. C'est pas grave. Comme on dit, c'est que de la télé. C'est ça. Voilà. Faut pas mélanger le tout. Pas mélanger les choses. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Tu as dit un jour où on s'est croisé à Cage, un jour mon père m'a dit qu'il était fier de moi. Ça a rempli ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, j'ai fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, du coup, quels sont tes autres rêves, les choses que tu as envie de créer c'est quoi le chemin que tu te vois dans les 5-6 ans qui viennent? En fait, je voudrais juste que mes enfants disent la même chose de moi. Ah, maintenant c'est les enfants. Ça c'est bien. Hein, c'est tout. Du coup, c'est mon chemin de vie, c'est ça. Ouais. C'est que je regarde mon père avec tellement de fierté. Ouais. Je voulais tellement qu'il soit fier de moi. Je veux dire, depuis ma plus tendre enfance, ma réussite, c'est de rendre mon père fier de moi. Ma mère aussi, évidemment. Mais en fait, mon père, il a ce parcours du sans-papier, qui est arrivé en France dans la douleur et la souffrance, qui a failli laisser sa vie à la frontière franco-espagnole, qui a tout donné pour l'avenir de ses enfants. Et on ne peut pas le reprocher, on reproche d'ailleurs souvent aux migrants, etc., de venir profiter. Mais en fait, quel père de famille digne ne prendrait pas ses gamins sous le bras pour leur offrir un avenir meilleur? J'en connais pas, je pense pas. Et je pense que mon père, il a fait ça. Et il a fait ça pour nous, et j'aurais jamais la vie que j'ai aujourd'hui s'il n'avait pas fait ça. Et quand je regarde ses mains, qui pour moi portent les stigmates de ce travail d'une vie acharnée, de ces décisions majeures qui ont bouleversé nos propres vies, je n'ai pas le droit de faire autre chose que de me battre pour honorer son parcours. Et honorer son parcours, c'était réussir. Voilà, mon père, il voulait juste qu'on aille à l'école. Voilà, et qu'on ait entre les mains des cartes pour écrire une autre vie. Et en nous donnant ça, il nous a tout donné. Et donc, j'ai bien l'intention de le lui rendre. Et voilà, et c'est sûr que quand mon père m'a regardé, il m'a dit « Je suis fière de toi ». Là où les gens pensent que la réussite, c'est l'argent, là où les gens pensent que la réussite, c'est la grosse baraque, c'est de voyager, c'est de faire tout ça, moi, c'était juste ça. Je voulais juste que mon père me dise ça. Et le jour où il me dit, d'ailleurs, ce jour où je pleure toutes les larmes de mon corps, il me dit « Tu voulais que je sois fière de toi, c'est fait ». Ok. En fait, je viens de réussir là. Là où je pensais avoir échoué, j'ai réussi, il me l'a dit. Ça y est, il me l'a dit. Et ça a été
Ça, j'oublierai jamais de ma vie. Parce qu'on m'a toujours demandé c'est quoi la réussite. Je dis mais la réussite elle appartient à chacun. Chacun définit sa propre réussite. La mienne c'était juste d'honorer mon papa. De l'argent, je sais en gagner, je sais en faire. Mais rendre fier mon père, c'est plus difficile. Donc voilà, j'ai réussi. Magnifique. Je peux le dire aujourd'hui, sans aucune prétention. Et en espérant que les gens ne considèrent pas que c'est un manque d'humilité, j'ai réussi. Parce que mon père m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Je suis fière de toi ». Voilà. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Ma réussite, elle est acquise. Voilà. Merci beaucoup, Absatou. Avec plaisir. C'est vraiment un plaisir de partager avec toi toutes ces idées. Avec plaisir. Merci Beaucoup.